Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Natacha Calestrémé, journaliste, auteure et conférencière. L'histoire de Natacha, c'est avant tout l'histoire d'une introspection vers le mieux-être et la guérison de blessures personnelles, qui l'amènera à trouver des clés pour retrouver son énergie et dépasser ses blocages. Ces mêmes clés qu'elle décidera de partager au monde dans ses livres best-sellers « La clé de votre énergie » et « Trouver ma place ». Au cours de cette conversation, nous revenons ensemble sur la mécanique à l'origine de nos blessures, pourquoi elles se transmettent dans une même lignée et pourquoi nous pouvons les rejouer dans notre vie. Natacha nous donne des conseils très pratiques pour bien écouter son corps, qui nous donne souvent l'opportunité d'ouvrir les yeux sur une blessure pour mieux la refermer ensuite. Je vous souhaite un très doux moment en la lumineuse compagnie de Natacha Calestrémé. Très belle écoute à tous. Bonjour Natacha. Bonjour Amira. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton livre, Les clés de votre énergie, ce best-seller qui est paru aux éditions Albin Michel. Et j'avais vraiment à cœur de te recevoir et de discuter avec toi parce que j'ai trouvé que ce livre, c'était non seulement un livre très audacieux, mais nécessaire. Et je pense que tout le monde gagnerait à l'avoir dans sa bibliothèque. C'est très gentil, c'est magnifique et merci, le plaisir est pour moi. Merci infiniment Natacha. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer un peu ton chemin vers l'écriture de ce livre? Alors, je suis journaliste depuis plus de 25 ans. J'ai été réalisatrice de films documentaires pour la télévision, France 3, France 5, en grande partie. Également conférencière. Voilà. Donc, pendant toute une période de ma vie, les choses se sont déroulées plutôt sereinement, avec des conflits, mais on va dire un petit peu comme tout le monde, et des épreuves un peu comme tout le monde. Mais en 2011, j'ai eu vraiment une succession d'épreuves. On m'a refusé tous mes manuscrits, tous les films que je proposais, je me suis retrouvée au chômage, puis après plus d'argent, puis ma petite sœur est décédée, ma meilleure amie aussi. Voilà, sur le plan familial, c'était pas drôle, il se passait des choses très très complexes, je pleurais souvent. Et puis jusqu'au jour, au bout de 4 ans, où j'ai eu cette double hernie discale qui a fait que j'étais complètement immobilisée. Il m'a fallu ça pour réaliser à quel point j'allais mal. Parce que je pense que comme pour beaucoup de gens, il faut de l'immobilité pour tout d'un coup se regarder et se dire mais finalement je dis que tout va bien, mais c'est pas ça. Et comme j'ai un côté un peu bourrin, un peu les œillères sur les côtés, je me rendais pas compte à quel point j'étais vraiment au bord de la dépression en fait. Donc ce problème de santé m'oblige à me tourner vers les médecins qui me diagnostiquent donc cette double hernie discale, et ce qui va me sauver, ou en tout cas m'apporter une vision des choses tout à fait nouvelle, c'est qu'il va pas me guérir. Et que cette douleur, je me suis dit que j'allais m'atteler à la faire disparaître et comprendre pourquoi elle était là. Et j'ai commencé vraiment à lire dans tous les sens Jung et puis de tout ce qui est psychotrauma, et en même temps j'interviewais des énergéticiens, j'essayais de comprendre les choses, et quelque chose a fait jour, c'est que j'ai tout d'un coup réalisé que le corps médical et les énergéticiens, donc le bizarre, disaient la même chose mais avec des mots différents. Ceux qui nous écoutent peuvent imaginer une épreuve, qu'elle soit, lorsqu'on est petit, un déménagement, la mort d'un petit chien, d'un chat, d'une grand-mère, la perte d'un copain, d'une copine, plus tard, le fait d'être, de pas avoir un amoureux qui nous aime, voilà. Toutes ces épreuves
crée des différentes étapes qui sont bien connues en psychiatrie, qui sont la sidération. Tout d'un coup, on m'annonce la mort de ma grand-mère, je suis sidérée. Tout d'un coup, j'ai un accident de voiture, je suis sidérée. Et donc les bras me tombent, j'ai le sentiment que tout d'un coup, je peux plus bouger. La deuxième étape, c'est la dissociation, donc je regarde les choses comme si j'étais étranger à moi-même, comme si je regardais un film. Et la troisième étape, c'est la fuite mentale. La fuite mentale, les psychiatres précisent que cela peut amener des dénis, dans le cas d'attouchement, de viol, ou d'amnésie traumatique. En fait, le corps nous protège. Quoi qu'on fasse, le corps nous protège. Si j'ai une grosse blessure, notre corps produit des endorphines pour m'éviter de souffrir et que mon cœur ne rompe sous la douleur. Face à une douleur psychologique, une douleur physique, une douleur sexuelle, quelque chose, une agression, eh bien, le corps nous protège aussi. Et là, il va pas diffuser des endorphines, mais il va faire en sorte qu'une partie de nous s'extrait de notre corps, la fuite mentale dont parlent les psychiatres, pour nous empêcher de devenir fous de douleur. Et ça, une fois qu'on a compris que finalement quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie, eh bien, les énergéticiens, eux, ils parlent de perte d'âme. Alors la perte d'âme, on se dit, on est chez Harry Potter, c'est quoi le délire? Mais l'âme, si on enlève tous les préceptes religieux, finalement, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est le support de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre énergie vitale, et même de notre façon de penser. Et donc cette épreuve, elle vient de nous priver de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les énergéticiens, les chamans, j'ai voyagé partout dans le monde, et c'est quelque chose qui est répandu dans toutes les civilisations. Ça s'appelle un recouvrement d'âme dans certains pays, un rappel d'âme dans d'autres pays. Il y a des rituels énergétiques qui permettent de récupérer cette énergie que l'on a perdue. Et donc dans le livre, c'est le protocole 5. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de citer les épreuves. Donc même dans le cas de déni, même dans le cas d'amnésie traumatique, même si on se rappelle pas qu'on a vécu quelque chose de dramatique, eh bien on va pouvoir travailler sur cette notion. Voilà, donc en fait mon parcours, c'est vraiment, si on m'avait dit que il y a 10 ans que j'allais m'intéresser au développement personnel, j'aurais dit non, j'écris des histoires, je raconte des histoires dans des films, dans des livres. Le développement personnel, c'est moi avec moi-même, je n'écrirai jamais dessus. Et c'est vraiment parce que j'ai trouvé des solutions qui ont changé ma vie, littéralement, que j'ai partagé ça dans La Clé de votre énergie, dans les autres bouquins ensuite, parce que j'avais à cœur, de partager ce qui m'avait sauvé. Et le deuxième point qui est toujours autour de cette énergie, qui était vraiment important pour moi, à découvrir, c'est le fait que lorsqu'une personne nous déstabilise à répétition, notre énergie ne s'en va pas, mais elle est prise, elle est volée par l'autre. Et là encore, les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente, notamment Marie-France Irigoyen, qui est une psychiatre qui a beaucoup travaillé sur l'emprise, la manipulation. Donc, une vampirisation inconsciente, la personne, finalement, va mal, et au lieu de se remettre en question, d'essayer de trouver des solutions par elle-même, elle va nous déstabiliser à répétition, elle va nous humilier, elle va nous dire des choses pas très gentilles, elle va nous dire elle va se plaindre, elle va nous faire peur, elle va jouer sur des chantages affectifs, etc., qui fait que ça va nous déstabiliser, qu'on va être perdu, on est perdu face à son attitude, et dès qu'on est perdu face à l'attitude de quelqu'un, c'est qu'on perd l'énergie, qu'elle nous la prend. Donc, j'invite vraiment chacune des personnes qui nous écoutent à se dire, chaque fois que je suis perdu face à l'attitude de mon père, de ma mère, de ma sœur, de mon conjoint, de ma femme, de mon compagnon, de ma compagne, de mon patron, eh bien, il me faut prendre l'énergie. Et la bonne nouvelle là encore, c'est qu'il existe le protocole 6 qui permet de récupérer cette énergie. C'est donc un reset énergétique. Donc il y a ce point majeur que j'ai découvert, que finalement il y avait 2 systèmes où on perdait l'énergie et qu'on pouvait la récupérer. Et puis il y a un autre pendant de mon travail, où là ça a créé des fulgurances en moi,
c'est que à cette époque-là, indépendamment des épreuves que j'ai vécues, il y a quelque chose que je vivais mal quand tout allait bien, on va dire, c'était mon problème de place, et c'était j'en ai marre que mon travail soit pas valorisé à la hauteur de ce que je donne, j'en ai marre de faire passer tout le monde avant moi, j'en ai marre peut-être même de culpabiliser, de pas faire les choses comme il faudrait, de pas savoir dire stop, j'en ai marre, voilà. Et j'arrivais pas, dans plein de domaines de ma vie, à avoir la place que j'estimais être la mienne. Et ce que j'ai découvert, c'est que finalement, à partir du moment où on se dit « je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour que mon travail soit valorisé, pour que je gagne plus d'argent et pour que je vive de l'abondance, pour que je sois valorisé dans mon couple, dans mon travail, etc. Mais je n'y arrive pas. » Et ben, très souvent, c'est en lien avec un héritage de nos parents, ce que Anne Ancelin-Schussenberger, une psychologue de renommée internationale française, a mis en évidence sur le plan transgénérationnel. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes ont vécu des épreuves, c'est resté comme un nœud à l'intérieur d'eux, et potentiellement, j'ai pu en hériter. C'est pas parce qu'ils ont vécu des choses qu'on va vivre la même chose. Ça n'a rien à voir. On part toujours de nous. J'ai un problème, j'arrive pas à améliorer ma situation, je cherche qui dans ma famille a vécu des situations identiques ou des blessures identiques, et je fais le protocole 6+, si j'ai trouvé ma place, c'est le livre Trouver ma place, et le protocole 6+, le 8, si j'ai la clé de votre énergie, voilà, pour récupérer mon énergie et pour à la fois ne plus porter ces fardeaux émotionnels qui m'encombrent, qui me pèsent et qui font que je ne trouve pas ma juste place, mon rayonnement, voilà. Donc il y a vraiment deux facettes, le plan énergétique et le plan transgénérationnel, et c'est parce que j'ai découvert ça et que ça a changé ma vie, que j'ai proposé des ateliers pendant 3 ans, de 2016 à 2019, et qu'à ma grande surprise, des médecins, des psychiatres, des psychologues sont venus se former, et que je me suis dit, bon ben là, il y a quelque chose de vraiment important, et que j'ai voulu le partager dans le livre, sinon j'aurais jamais fait. C'est quoi un protocole? Parce que justement, tu parles de protocole, c'est pas des protocoles au sens médical du terme. Et comment ça fonctionne? Parce que dans ton livre, tu nous expliques ce que sont les neurones miroirs. Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment fonctionne un protocole pour que Bien sûr. Alors, le terme protocole, je l'ai choisi pour donner une couleur rationnelle aux choses, pour ne pas dire rituel qui peut faire un peu étrange. Mais littéralement, ce sont des rituels chamaniques, énergétiques, que j'ai transformé en protocole pour que ce soit compréhensible par tous, simple, digeste et rassurant. Pour me rassurer, moi la première d'ailleurs. Donc, en fait, ce sont des mots qui sont dits avec une certaine intention. Et pourquoi ça marche? Alors là, je vais me référer un petit peu à ce que disent les physiciens, c'est-à-dire que notre corps, enfin la chimie notamment, mais notre corps déjà, il est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes, et un atome, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% d'énergie et d'information. Au départ, on pensait que c'était du vide, et puis donc en physique quantique, on s'est rendu compte que c'était de l'énergie de l'information, c'est-à-dire l'énergie, ce qui fait avancer, et l'information qui montre la direction. Et l'énergie, elle est partout dans notre corps. Il y a ce qu'on appelle des organites, qui sont les mitochondries, qu'on appelle aussi des centrales énergétiques à l'intérieur de notre corps. On est rempli d'énergie. Et donc, cette énergie qui nous constitue, on peut bien imaginer que à chaque épreuve, lorsqu'on prend un coup, une déflagration, cette énergie, elle s'en va. Donc, pour la récupérer, ces protocoles, ils fonctionnent comment? Ce sont des mots, donc comme je l'ai dit juste avant, des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Énergie, information, 99,99% de ce qui me constitue,
Et c'est pour ça que ça marche. Donc en fait, lorsque on a un problème de santé, on va voir un médecin, ça c'est non négociable, parce que c'est important que la douleur s'arrête. Moi j'ai parfois des personnes qui m'ont dit oui, j'ai une double hernie discale, est-ce que tu peux me dire quel protocole faire? Je dis est-ce que tu es allé voir un médecin? Non. Je dis je te dirai rien et puis ça sert à rien, puisque de toutes les manières, tant que tu souffres, tu peux pas travailler sereinement sur l'énergétique. Donc tu vas voir un médecin, on en reparle après. Donc, on va voir un médecin, et ensuite, pour éviter que les choses deviennent chroniques, on essaie de comprendre ce que notre corps a du mal à nous dire. Jung a dit, tant que je ne comprends pas le message d'une épreuve, il se réplique. Donc dès qu'on a finalement quelque chose de chronique, que ce soit une épreuve ou un problème de santé, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas compris le message et qu'il reste à trouver. Et qu'à partir du moment où on voit ça, tout cet angle-là, on se dit finalement mon corps il a quelque chose à me délivrer. Et il a délivré quoi? Là je me réfère à la médecine de pointe, la psychoneuroimmunologie, qui dit que chaque fois que l'on vit un stress, une épreuve, cela crée une chute de notre immunité qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes. Parce que finalement, s'il suffisait que les microbes, les virus et les bactéries soient présents pour qu'on tombe malade, on serait tous malades tout le temps. Donc qu'est-ce qui fait que tel jour je tombe malade et pas tel autre jour? Qu'est-ce qui fait que un tel va tomber malade et pas un autre? Il faut chercher ce qui a fait chuter notre immunité et qui nous a rendus sensibles aux éléments pathogènes. Donc de l'émotionnel. On n'est jamais seul. On est entouré par nos proches, la famille, la société, etc. Et donc ça crée des bouleversements à l'intérieur de nous. Et chaque fois qu'on va vivre finalement une épreuve, un stress, ça va créer une contraction, quelque chose qui va faire un nœud à l'intérieur de notre corps qui va empêcher l'énergie de passer. Et c'est comme ça que vient la maladie. Donc, après être allé voir un médecin, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a été perturbé à l'intérieur de moi? C'est Georges Canguilhem, un philosophe, qui dit « La maladie est une tentative de l'organisme de rétablir un équilibre dans une situation perturbée. » Donc, tout simplement, il y a quelque chose qui a été perturbé en moi, mes valeurs, mon intégrité, ma sérénité. Qui est-ce que j'ai rencontré? Qu'est-ce qu'on m'a dit qui m'a fait mal? Et peut-être ça fait écho à quoi dans mon enfance ou dans ma lignée, chez mes parents, mes grands-parents. Qu'est-ce qui fait écho à quelque chose d'ancien? Et après, on va pouvoir effectivement travailler sur la manière de parler à notre corps, voilà, pour justement lui dire qu'on a compris les choses et faire en sorte que ça aille mieux, en complément, bien sûr, de toutes les thérapies qu'on veut, ou de toutes les thérapies qui travaillent sur l'émotionnel. Ce qui est important de préciser, c'est que le médecin, on l'a dit, c'est non négociable, mais après, à chacun d'aller solliciter le thérapeute qui lui parle. Pour certains, ça va être un psychologue, pour d'autres, ça va être un hypnothérapeute, pour un autre, ça va être un praticien en EFT, un sophrologue. Allez voir la personne qui fait écho, où la technique vous parle. Et si c'est les protocoles, c'est les protocoles. Et si c'est les protocoles et un sophrologue, faites-vous votre propre mayonnaise. C'est ça qui est important. Je vais prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui récemment avait un psoriasis sur le bras depuis très 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 longtemps, depuis 10 ans. Ça s'était atténué avec le temps et c'était revenu au bout de ses 23 ans. Et je lui dis, le psoriasis, comment vous le vivez? Alors elle me dit, je le vis comme un sentiment d'impuissance. Alors j'ai dit, tous les problèmes de peau sont généralement reliés à une double blessure d'abandon, ou de rejet. Elle me dit, moi ça me parle pas. Je vois pas d'abandon dans ma famille du tout.
Et je lui dis, mais est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose à 10 ans qui aurait pu créer cette déflagration, ce déséquilibre à l'intérieur de vous? Non. Et à 23 ans, non, je vois pas. Bon. Alors du coup, je fais petit pas de côté, j'ai dit, et dans votre famille, vos parents, 10 ans, 23 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je la vois blêmir, elle me dit, ma mère a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, et elle a perdu son père à l'âge de 23 ans. Incroyable. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je prends un exemple, et je lui dis, oui, d'ailleurs, je me rappelle d'une fois d'une personne qui avait, je lui dis, bon, ça peut marcher, par exemple, sur un divorce, etc., et tout ça. Elle me dit, non, mes parents ont divorcé, j'avais 20 ans, non, je vois pas, bon. Et je lui dis, mais une fois, j'ai quelqu'un comme ça qui a témoigné parce que elle s'était libérée d'un psoriasis en réalisant que la double blessure d'abandon, c'était 1, quand ses parents avaient divorcé, et 2, quand elle avait cessé de voir son père. Son père avait décidé de plus voir elle et sa mère. Et là, elle me fait, j'avais 23 ans quand mon père a décidé de plus jamais me voir. J'ai dit, finalement. En termes de blessure d'abandon, elle me dit, mais c'est fou parce que je cherchais quelque chose vraiment où j'avais été abandonnée, mais j'ai pas réalisé que quand mon père décide de plus me voir, quelque part. Et c'est ça qui est pas évident finalement, parce que notre cerveau, il essaie sans arrêt de nous protéger. Et donc on voit pas les choses. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'écrire Trouver ma place, parce que je propose en face de chaque problème différentes options. Si vous avez vécu ça, ou si vous avez ça comme problème, cherchez dans votre famille qui a vécu ça, et faites tel protocole. C'est vraiment je prends par la main le lecteur pour le guider, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et il vient de sortir en poche, en plus à petit prix. Mais je me rappelle d'une fois, là c'était avec un écrivain connu, et il me dit, on était dans un salon, je me souviens à Nice, et il m'a dit, le matin on se retrouve, et puis il m'a dit, je suis complètement aphone, oh là là, c'est terrible, t'as pas un protocole. Alors, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui s'est passé depuis que t'es aphone? Rien, je vois pas du tout, rien. Je dis, écoute, dans ma lecture, j'en ai eu beaucoup de gens qui étaient aphones, très très souvent, c'était en lien avec des personnes qui culpabilisaient de ne pas avoir hurlé, tu me fais bon, etc., 3 petits points, ou bien tu m'ennuies, tu me parles pas comme ça. C'est des personnes qui auraient voulu crier arrête de m'agresser, et qui pouvaient pas parce qu'elles avaient peur de l'autre, peur de la violence, quelle qu'elle soit. Et ça, j'en ai eu énormément. Et je partage, je dis, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Elle me dit, pas du tout. Elle me dit, mais par contre, je viens d'avoir une idée. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, parce que c'est pas à nous de calquer quelque chose sur le problème de l'autre, c'est à chacun de nous de réfléchir en disant, qu'est-ce que ça m'évoque symboliquement? Et là, il me dit, moi, un truc que j'aurais jamais pensé, il me dit, mais en fait, je regrette d'avoir dit certaines choses. J'aurais mieux fait de garder le silence. Et je dis, voilà. Alors j'ai dit, écoute, parle à ton corps. Dis-lui, tu t'adresses aux 99,99% de ce qui te constitue. Dis-lui, mon corps, j'ai compris. J'ai compris que je suis aphone parce que je culpabilise de pas avoir fermé ma grande bouche. Et je dis, tu te le répètes à volonté, autant que tu peux, 15 fois une journée. Si tu oublies la journée d'après, c'est pas grave. Puis 2 fois les autres journées, en te lavant les dents, quand voilà, si tu te le répètes, voilà, sans arrêt. Et 3 heures plus tard, il était plus aphone. C'est fou. Donc, je suis pas en train de dire que c'est une baguette magique et que tous les problèmes vont être réglés comme ça. Mais ça peut éviter un aspect chronique des choses en complément de la médecine conventionnelle normale.
D'ailleurs, est-ce que tu fais une distinction entre l'intention « je veux aller mieux » et la conviction « je pense que ça va marcher » ? Est-ce qu'on a besoin de ces deux composantes pour que les protocoles fonctionnent ? Que j'ai envie et que j'y crois ou pas nécessairement ? Alors j'ai envie de te dire que c'est même pas pour uniquement les protocoles, c'est pour la guérison quelle qu'elle soit. Quand j'ai écrit Se donner toutes les chances avec des médecins et des professeurs de médecine, professeurs de psychiatrie, ils nous parlent bien sûr de l'effet placebo, du pouvoir du cerveau, et c'est hallucinant de voir combien, à partir du moment où on se place dans la guérison, on commence à envisager la guérison, elle arrive. J'ai une personne là qui a été en convalescence, qui est restée 3 semaines, personne âgée, qui a un cancer et qui, pendant 3 semaines, est restée sans bouger. Donc toute sa masse musculaire a fondu et elle ne peut plus marcher et surtout elle a des très très grosses douleurs parce qu'elle est côte fêlée, etc. Et je lui dis, sache que chaque jour où tu te forces à avoir un peu mal, l'os comprend qu'il va te malmener et il va se renforcer. Et chaque jour où tu as un peu mal, où tu as très mal, eh ben le jour d'après, tu as un peu moins mal. Chaque jour qui va passer, tu auras un petit peu moins mal. Bon. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce qui se passe. Ça fait 5 jours. Il dit à qui veut l'entendre. C'est fou. Je me force un petit peu. Alors j'ai mal, mais j'ai un petit peu moins mal. Et je lui ai proposé de tenir un cahier en mettant la date, parce qu'on a une tendance à effacer les choses et à voir le côté négatif. Et là, eh ben, cette personne note, aujourd'hui je me suis levée, il m'a dit ce matin, j'ai noté dans mon cahier, je me suis levée à 9h30 et j'ai réalisé que il y a 2 jours, je m'étais pas levée avant 15h. J'ai dit, c'est une victoire. Et en tenant un petit cahier comme ça, de des tout petits mieux qui vont mieux, on se rend compte à quel point on est fort, on avance, et combien le mental est costaud. Et à partir du moment où on se visualise guéri, on s'envisage guéri, les choses vont beaucoup mieux. Et c'est aussi ce que les médecins, professeurs de médecine appellent l'alliance thérapeutique. C'est faire alliance avec le traitement. Si je considère que la chimiothérapie, c'est un poison, je vais très mal le vivre. Si je considère que c'est un allié puissant, une armée, à mes côtés, à l'intérieur de moi, qui va écrabouiller les cellules pathogènes, bien sûr que je vais bien le vivre. Et bien sûr que les personnes qui, finalement, sont dans cet état d'esprit, moi j'en connais plusieurs, n'ont pas d'effets secondaires. C'est troublant quand même. Donc, faire corps avec le traitement, changer notre regard sur le thérapeute, se dire que il est là pour nous aider. Et ce qui est très important, et là c'est pour tous les thérapeutes qui peuvent nous écouter, c'est la confiance que le thérapeute, médecin y compris, a en son patient de trouver la force de guérir. Si le thérapeute dit « vous allez y arriver », c'est un passe-partout, quelque chose qui va aider de manière fantastique. Il est évident que sur certaines maladies gravissimes, dégénératives, etc., les choses peuvent ne pas s'améliorer. Et encore, on a vu des miracles, on a vu des choses. Qui peut prétendre que ça va pas se passer pour nous? Le médecin qui prétendrait « vous savez, on n'en guérit pas », il se fait passer pour un voyant. Ben, il n'est pas voyant. Il n'est pas Madame Irma. Donc, pour éviter de jeter un sort comme ça aux patients, évitons les choses comme ça qui condamnent. C'est quoi d'ailleurs la guérison pour toi? La guérison, c'est rétablir un équilibre dans une situation perturbée. Et c'est presque, je vais aller loin, je vais dire, si j'ai un souci de santé, c'est une opportunité que me donne mon corps
d'ouvrir les yeux sur une ancienne blessure que j'ai vécue récemment et qui fait écho à une blessure plus ancienne de ma petite enfance, sur lequel j'ai peut-être pas encore ouvert les yeux, et ou une blessure héritée de ma famille. Une opportunité d'ouvrir les yeux sur ça. Je vais te raconter une histoire d'une femme qui va voir Patrice Queneau, qui est doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, et il a en face de lui une femme qui, en réceptionnant un colis par un camionneur, reçoit le colis sur son pied, énorme fracture, très très grosse douleur, et les antalgiques ne font pas d'effet. Et comme, voilà, en tant que médecin, il pose des questions, il fait l'anamnèse, c'est-à-dire la recherche des antécédents, etc., il finit par apprendre que cette femme-là a été violée par son père, qui était camionneur. Et ce médecin a l'intelligence de lui dire « Il n'y a rien de pire qu'une maladie sur laquelle on ne pourrait pas poser un sens. » Là, elle a compris que finalement, l'inceste qu'elle avait vécu avec son père était quelque chose qui l'empêchait d'avancer. C'était tombé sur son pied, elle ne pouvait plus bouger. Le seul fait de se rendre compte, de faire le lien entre le problème de ce pied généré par un camionneur qui lui livre le truc et qui fait tomber sur son pied, et l'inceste de son père, fait que tout d'un coup, les antalgiques se sont mis à fonctionner. Rien que ça. C'est énorme. Et après, libre à elle, si c'est le bon moment, si elle en a envie, de travailler sur cette enfance douloureuse et d'avancer avec un thérapeute. Elle peut faire le protocole 6+, aussi avec son père pour prendre du recul sur les choses. Et il faudra le refaire, jusqu'à ce que ça soit plus douloureux et qu'on voit finalement la souffrance de l'autre et puis la nôtre. Ça, voilà. Il y a certaines personnes et certaines situations où le protocole 6+, il faut le faire 18 fois en un an. Hein. Et c'est pas une baguette magique. C'est quelque chose qu'il faut faire et refaire. Alors justement, tu parles beaucoup de ces blessures. Donc dans ton livre, tu reparles des 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais tu dis, la première étape importante, c'est l'acceptation. Pourquoi c'est très important d'accepter ces blessures, de les regarder en face ? Parce que, alors déjà, dans Trouver ma place, j'en ai rajouté 5, parce que je trouve que ces 5 blessures présentées par Lise Bourbeau, elles ne suffisent pas. Et puis surtout, c'est pas évident, on va les citer, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Bon, c'est pas évident. Est-ce que je vis de l'injustice? Est-ce que je vis de l'humiliation? Est-ce que je vis de l'abandon ou du rejet? Déjà, la frontière entre l'abandon et le rejet, c'est pas évident. Moi, j'en ai rajouté 5 qui sont, je trouve, plus parlantes et qui souvent font écho aux personnes. Il y a la colère, la peur, la tristesse, la culpabilité et l'impuissance. La colère, la peur, la tristesse, ça parle à tout le monde. Donc, l'important, c'est de l'accepter, parce que le fait d'accepter qu'on ait des blessures, ça permet de se dire, ok, dans cette vie, alors ça c'est ma vision des choses, hein, personne n'est obligé d'y adhérer, mais gardez votre libre arbitre, en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Moi je considère que quand on s'incarne, juste avant de naître, on choisit un certain nombre de blessures. Donc imaginons la colère, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? La tristesse. La tristesse, très bien, et puis une autre... le rejet. Le rejet, parfait. Bon, le fait de se dire la tristesse, la colère et le rejet, ce sont mes blessures, je l'accepte comme telles, eh bien, je réalise que déjà, les gens vont me le faire vivre, je vais le faire vivre aux autres, et je vais me faire vivre à moi-même. Bon. C'est comme ça. Chaque blessure, les gens nous le font vivre, on le fait vivre aux gens, et on se fait vivre à soi-même. Bon. Donc le fait de l'accepter, c'est finalement, si jamais je rencontre une situation où la personne me dit j'ai pas envie de te voir.
je me sens rejetée, j'ai un peu de colère, et en même temps je suis triste. Ben ouais, mais si, ce sont mes blessures. L'univers est bienveillant. Jung parle de la conscience cosmique. Bon, moi je l'ai traduit l'univers. La conscience cosmique conspire pour nous aider à nous débarrasser de ces blessures. Bon. Et comment il nous aide? Eh ben, il les place devant nous. Il nous dit, bon, Amiral est sympa, on va l'aider. Alors, elle a la blessure de la colère. Bon, eh ben, on va lui faire vivre des situations et on va lui mettre des gens en face d'elle qui vont lui faire vivre la colère, la tristesse et le rejet pour lui donner une chance, entre guillemets, super sympa, qu'elle s'en libère. Donc, l'accepter, c'est se dire, c'est mes blessures, et donc si je le vis, ben, c'est pour m'aider à m'en libérer. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, ben, finalement, celui qui nous fait vivre ça, c'est plus un bip, on mettra le mot qu'on veut, mais c'est finalement quelqu'un qui nous aide, là je fronce les sourcils et je mets des guillemets, à conscientiser le fait que la blessure elle est toujours là. Et donc, on se dit après, bah, cette blessure elle est liée à quoi? Est-ce que dans mon enfance j'ai vécu de la tristesse? Ah bah oui, imaginons, je sais pas moi, j'ai peut-être pas été regardée comme je voulais, ou j'ai peut-être pas, pour certains ça va être, j'aurais tellement voulu que ma mère s'occupe de moi, c'est ma grand-mère, bon, des choses comme ça, bon. Colère. Bah oui, j'avais pas droit à la parole, mon père était tellement autoritaire que je pouvais pas dire les choses, etc. Donc j'ai une colère non exprimée, c'est terrible, etc. Bon. Rejet, bah oui, parce que bah, j'étais moins regardée que ma sœur, mon frère. Bon voilà, chacun mettra la situation qu'il veut. Donc oui, il se passe des choses dans la petite enfance. Et comment je vais pouvoir m'en guérir? Ça me fait réaliser que j'ai pas répondu à ta question sur les neurones miroirs. On en vient là maintenant. Il y a le protocole 9 qui est un protocole super puissant qui permet de réembellir la situation par rapport à la petite enfance. On va chercher dans notre petite enfance l'événement douloureux qui souvent est banal parce qu'on le regarde avec notre regard d'adulte aujourd'hui. Mais quand on avait 3-4 ans ou 5-6 ans, c'était une déflagration phénoménale. Bon. Le fait que notre père ou notre mère nous rejette au profit de nos frères ou nos sœurs, au secours. Bon. Donc, on l'a super mal vécu, ça nous a provoqué de la tristesse, de la colère, du rejet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réembellir la situation parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée comme étant réelle. Exemple. Si je prends une feuille d'aluminium, je l'arrache, je la mets en boule entre mes mains. T'arrives à imaginer la petite boule d'aluminium? Bon, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Bon, je te la donne, tu la prends, prends-la, Lydie. Voilà. Tu ouvres la bouche et tu mets la boule d'aluminium entre les dents et tu serres dessus. Est-ce que t'as envie de le faire? Pas du tout. Bon, il y en a même qui me disent je sens le goût de métal. Tu t'arrives un peu? Ouais. Bon. Est-ce que la boule d'aluminium, elle est entre tes dents? Oui. Et tu vois, alors, elle y est pas. Mais elle y est. Ça veut dire que t'as des neurones miroirs plus. Ils fonctionnent à fond, c'est génial. Elle y est pas, la boule d'aluminium entre tes dents. Toi, tu m'as répondu oui. C'est-à-dire que t'as imaginé qu'elle y était. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, mais oui, mais moi aussi, pour moi, elle y était, la boule d'aluminium. Et pourtant, elle y est pas. Je t'ai pas donné d'aluminium, on est d'accord? Oui, je confirme. Bon. Donc, le cerveau fait pas la différence entre quelque chose d'imaginer comme étant réel et quelque chose de vécu. Grâce à ce principe, ça c'est Giacomo Resolati de l'université de Parme qui a mis ça en évidence, grâce à ce principe, le fait d'embellir la situation, de réimaginer le fait que notre père, il va nous rejeter par rapport à notre frère ou notre sœur, mais tout d'un coup il va se retourner vers nous et puis il va se rendre compte que finalement on est hyper triste, il va se tourner vers nous. Il va se mettre à notre taille tout à genoux, parce qu'on est toute petite, on a 4-5 ans. Ah, je t'ai fait du mal. Excuse-moi. Purée. Si j'avais su que ça allait créer à l'intérieur de toi cette blessure de rejet, que ça allait t'empêcher de t'épanouir sur tel et tel domaine,
Je l'aurais pas fait, hein. Excuse-moi. Le fait d'imaginer notre père, qui est un peu ému, même on voit un peu l'humidité dans les yeux, là. Tu sais, ça va pas très fort au boulot avec maman, donc je souffre et je me suis pas rendu compte. Hein. En fait, t'es tellement proche de moi, t'es tellement près que je me vois dedans toi, et donc du coup, c'est toi qui prends plus que ta sœur ou ton frère. Et... Franchement, excuse-moi parce que je t'aime. Le fait d'imaginer ça, eh ben, on réembellit la situation, on la change pas, enfin, le souvenir peut rester le même, mais c'est-à-dire le traumatisme s'en va. Ça, c'est protocole 9 qui est protocole de consolation. Et avec ce protocole de consolation, on va pouvoir travailler sur les mini-traumatismes de l'enfance qui créent ensuite des déflagrations plus grandes quand on est adulte. Et on va pouvoir ensuite chercher, toujours pareil sur le plan transgénérationnel, est-ce que ma mère a vécu de la tristesse? Oh bah purée oui. Quand sa sœur est partie à l'étranger, elle était triste. Est-ce qu'elle a la colère? Ah bah oui. Elle était tout le temps en colère. On va chercher, tu vois, auprès de nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes, ceux qui ont vécu les mêmes blessures que nous, de notre point de vue. On leur demande pas. Indépendamment d'ailleurs du sexe, moi je me demandais, en tant que femme, est-ce qu'il faut regarder dans sa lignée de femme ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Par exemple, tu vois, sur le fait de... Il y a des personnes qui me disent j'arrive pas à avoir d'enfants, ou bien je suis pas reconnue en tant que mère, etc. Ou bien j'ai été privée de mes droits parentaux, c'est injuste, etc. L'écueil serait de chercher que dans la lignée féminine. Il y a toujours des hommes qui ont été privés de leurs droits, la mère toute puissante, la femme toute puissante qui s'occupe des petits. Non, tu t'occupes pas des enfants, c'est moi, c'est mon domaine. Et qui quelque part ont souffert de ne pas s'occuper des enfants. Un grand-père qui a eu 3 enfants qui part à la guerre et qui vit 1 an sans s'occuper de ses enfants parce qu'il est pas là. Et qui revient et ses enfants le reconnaissent plus presque parce qu'ils ont grandi sans lui, etc. et tout ça. Et il a été quelque part privé de ses droits parentaux. Et donc il faut chercher quelqu'un qui a été prêtre ou sœur, qui a fait vœu de chasteté, etc., qui n'a pas eu d'enfant, mais qui quelque part à l'intérieur d'elle ou de lui a toujours regretté de ne pas avoir. Il faut chercher là aussi. Donc il faut regarder le père et la mère, les lignées des deux côtés, quel que soit le fait qu'on soit femme ou homme, il faut vraiment chercher dans les deux côtés. Biologique ou non d'ailleurs aussi, on n'a pas précisé. Voilà. Si jamais on est adopté, on cherche avec nos parents adoptifs. Donc on regarde pas la lignée biologique du tout? Si, mais avant tout avec ceux qui nous ont élevés. C'est ce qu'on appelle les familles d'âme. Et ça, c'est super bizarre, ça a été prouvé par l'épigénétique. C'est hallucinant. C'est-à-dire que on arrive à voir des effets comme ça qui se reproduisent sur des personnes qui n'ont pas de lien de sang. C'est étonnant. Donc, si par exemple une personne a été abandonnée et donc adoptée, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec certitude que ses parents biologiques avaient la blessure d'abandon, puisqu'ils ont abandonné. Tu fais vivre à l'autre, tu te fais vivre à toi, et les autres te font vivre. Bon. Donc, blessure d'abandon. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé assez souvent, des personnes qui me disaient, j'ai été abandonnée, j'ai jamais connu mon père m'a pas élevé, il m'a pas reconnu, etc. Et puis la personne fouillée se rendait compte que son père n'avait jamais su qu'elle était née, que la mère n'avait jamais dit. Donc donc il a subi l'abandon lui aussi. Donc, mais dans ma logique aussi, la personne qui a adopté l'enfant a elle aussi la blessure d'abandon. Sinon, elle n'adopte pas un enfant. Elle s'est sentie abandonnée par son corps, peut-être si elle ne peut pas avoir d'enfant, abandonnée à un moment donné, voilà. Donc, on peut être sûr que si on a été adopté, les parents dans notre lignée biologique et parents adoptifs, ont tous la blessure d'abandon.
Et le cas particulier des jumeaux, toi tu as une jumelle, Natacha, est-ce que les jumeaux vont avoir potentiellement des blessures communes ou pas par rapport à ton expérience? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? J'ai pas assez de recul pour savoir, je peux pas me fier uniquement à mon cas. Je pense que oui, il doit y avoir des récurrences, mais ma sœur et moi on n'a pas du tout la même vie, pas du tout. Donc on a des blessures en commun, mais qui s'expriment pas de la même manière. Elles s'expriment pas du tout de la même manière. Rien à voir. Rien à voir sur le plan professionnel, familial, on n'a pas du tout les mêmes vies. Non. Mais par contre, on a des blessures en commun, bien sûr. Bien sûr. Notamment le fait que, comme on a été mise en couveuse à l'époque, pendant 1 mois, on était 3, hein, ma mère, elle et moi, et puis on se retrouvait toute seule. Donc double abandon. Très clair. Du coup, pour couper justement la transmission de ces blessures transgénérationnelles pour reprendre tes mots, comment on fait? Donc il y a plusieurs protocoles que tu proposes dans ton livre. Et pourquoi c'est important justement de pas reproduire, de couper ça quand on a des enfants notamment Alors, chaque fois qu'on va faire des protocoles pour couper les liens de souffrance, ça va agir sur nous-mêmes en premier lieu, et il faut le faire pour nous-mêmes en premier lieu. Ça va avoir aussi un effet sur la lignée avant nous, même s'ils sont morts, il y a quelque chose, bon, si on y croit ou pas, chacun fait sa propre tambouille, et ça peut avoir aussi un effet sur notre descendance, sur nos enfants. Néanmoins, faut pas oublier une chose, c'est que si on s'est incarné dans cette vie pour guérir nos blessures, nos enfants vont devoir guérir leurs propres blessures, ça va atténuer des choses, mais ils auront leur boulot à faire. Et moi, quand je donnais des ateliers, on me disait souvent, je leur demandais, qu'est-ce qui vous a rendu fier? Et les personnes me répondaient, d'en être là aujourd'hui après ce que j'ai vécu. Et je leur disais toujours, n'oubliez jamais que vos enfants aussi ont droit d'être fiers, d'en être arrivés à un endroit malgré ce qu'ils ont vécu. Donc, le parent parfait n'existe pas. On a attiré nos parents non pas pour leur qualité, mais pour leurs défauts, et ce qu'ils vont nous faire vivre de douloureux pour nous aider, entre guillemets, à guérir nos blessures. Donc, les erreurs, on en a fait, on va en refaire, et on en refera. Néanmoins, voilà, chaque fois qu'on va pouvoir travailler sur nous, il y a quelque chose qui peut s'atténuer. Et la règle, elle est simple. Vous travaillez sur vous-même, et ça peut avoir un impact sur l'ensemble de vos proches. Si vous avez connu le parent en question, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, c'est le protocole 6+, dans Trouver ma place, ou le 6 plus la fin du 8 dans la clé de votre énergie. Dans Trouver ma place, j'ai en fait mélangé 2 protocoles, c'est le shampoing et l'après-shampoing, pour que ça soit plus facile. Donc si on a connu le parent, il y a de grandes chances qu'il nous ait pris l'énergie, c'est pour ça que c'est protocole 6+, je récupère mon énergie et en même temps je me libère des fardeaux émotionnels. Si on l'a pas connu, ou s'il n'a été que bienveillance, une grand-mère extraordinaire, un grand-père fabuleux, papa gâteau, le gentil papy qui est gentil. Si jamais il y a des petites phrases, oh ta sœur machin, etc. est mieux que toi, etc. Ça, là, elle nous a pris de l'énergie. Bon, mais si le grand-père ou la grand-mère n'a été que bienveillance, ou si on l'a pas connu, là c'est le protocole 7 pour nettoyer les liens de souffrance. Elle nous a pas pris d'énergie cette personne, donc on fait que le protocole 7. Et dans le cas d'enfants qui ont moins de 18 ans, un enfant de 18 ans peut faire les protocoles, tout le monde peut faire tous les protocoles 5 et 6 qui sont les protocoles énergétiques, structurels, les resets énergétiques, on peut pas les faire si on n'a pas 18 ans. Donc, mais il y a cette phrase dans le protocole 6, si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, je la leur rends tandis que je récupère celle que mon père, mon patron, mon conjoint m'a prise. Donc chaque fois qu'on va faire un protocole 6 avec, ou un protocole 6 ou un protocole 6+, en fait la différence c'est quoi? Protocole 6, c'est le protocole qui permet de récupérer notre énergie. Le protocole 7, c'est le protocole qui permet de nettoyer les liens de souffrance, donc l'aspect transgénérationnel. Le protocole 6+, c'est le mix des deux. Voilà. Donc,
chaque fois que je vais faire un protocole 6 ou 6+, eh bien, je vais prononcer cette phrase qui permet de redonner de l'énergie à mes enfants. Donc moi, ça m'est arrivé de me dire avec qui je pourrais faire un protocole 6 ou 6+, pour donner un coup de pouce à mes enfants. Juste pour les aider. Donc voilà. Et s'ils sont petits, ou s'ils vivent des choses, etc., où on voit une récurrence, imaginons un enfant qui a des peurs incontrôlées, une phobie, quelque chose, bon. Et que tout d'un coup, en recherchant sur le plan transgénérationnel, on se rend compte que c'est en lien avec les peurs de la grand-mère. Bon. Eh bien, je l'explique dans Trouver ma place. Il est essentiel de dire à l'enfant, quel que soit son âge, même s'il a 40 ans. Tu sais, Tati Janine, elle a vécu ça, et elle a eu d'énormes peurs. Et c'est son épreuve. Et peut-être que toi, tu réagis comme ça, tu sais pas trop pourquoi, mais peut-être que c'est en lien avec elle, mais vous êtes différentes. Tu n'es pas elle. C'est sa blessure. C'est plus la tienne. Et le nombre, si tu savais, Amira, le nombre d'enfants, ou de jeunes adultes, etc., qui se sont libérés d'un problème juste, simplement en lui racontant une histoire de la famille, et en disant ça t'appartient pas, c'est phénoménal. Je raconte souvent l'histoire de ce père qui dit à son jeune garçon de 18 ans, en fait son fils a des douleurs à l'estomac, et lui-même, le père, avait des douleurs à l'estomac quand il était jeune. Et il va le voir dans sa chambre, et il le regarde dans les yeux comme ça, et puis il lui dit « Rends-moi ma colère ». Le fils regarde, il dit « Papa, t'es pas bien là, c'est quoi le truc ?» Il a 18 ans, il comprend pas. Il dit « Écoute, il faut que je t'explique quelque chose. Je viens de lire dans un livre, La clé de votre... » Voilà, bon, un livre un peu, voilà, qui parle des blessures, et l'estomac, ce serait en lien, les douleurs à l'estomac, ça serait en lien avec des colères non exprimées. Bon. Ce sont des hypothèses. Bon. Moi, ça m'a parlé, dit cet homme, parce que quand j'avais 18 ans, aussi, j'avais moi aussi mal à l'estomac. Et je viens de comprendre que les colères non exprimées, eh ben, je les avais probablement héritées de mon propre père, qui s'est fait abuser par un prêtre quand il était jeune, et à qui on a dit, il ne s'est rien passé, tu n'en parles pas. Colère non exprimée. Et c'est pour ça que je te dis, rends-moi ma colère. Le gamin, 18 ans, il s'est levé. Il est allé pleurer dans les bras de son père. Et le soir même, il avait plus mal. Et il n'a plus jamais eu mal. Donc, pourquoi s'en priver? Encore une fois, on va voir le médecin, mais il y a des choses comme ça qui sont étonnantes. Pourquoi s'en priver? Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine, d'ailleurs, tu parles même d'hygiène de vie, dans ton livre tu conclus comme ça, tu dis, c'est une hygiène de vie, il faut le faire et le refaire, et... Absolument. C'est... Quel message me délivre mon corps? Quel message me délivre cette épreuve qui met en évidence une souffrance, une situation perturbée qui peut être réparée? Et à partir du moment où on voit les choses de cette manière-là, ben on culpabilise plus parce qu'on se dit waouh, il y a peut-être quelque chose qui m'appartient pas, dont je peux me libérer. Waouh, il y a un message que je peux comprendre. Alors si je le trouve pas, eh ben il faut pas hésiter, il faut aller chercher de l'aide ailleurs, voir un thérapeute. Parce que en ce qui nous concerne, c'est hyper compliqué de trouver la solution, c'est dur. Donc j'essaie de montrer des possibilités, mais ce sont que des possibilités, et on l'a vu à travers les exemples. Parfois ça convient pas. Donc c'est le thérapeute qui tout d'un coup va mettre sur notre chemin, va nous poser des questions, et tout d'un coup ça va faire tilt et on va comprendre des choses. Voilà. Tu as un peu de recul toi aujourd'hui pour mesurer justement le fonctionnement de ces protocoles, la part des gens qui l'ont testé et pour qui vraiment il y a eu des effets? T'arrives à dire aujourd'hui ou c'est difficile? C'est phénoménal, je continue à être surprise. Je n'en reviens pas. Je se passe pas une journée sans que les gens me disent ça, avec des choses hyper,
grandiloquentes, des gens, ça m'a sauvé la vie, enfin des choses. Et parfois, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est stupéfiant. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais ma fille était intolérante au lactose, elle l'est plus, des choses. Et ce qui est dommage, c'est que je sais pas ce qu'elles ont fait, je sais pas ce qu'elles ont découvert, me disent les choses, le plus souvent c'est par les réseaux sociaux. Je continue à être surprise. Mais c'est stupéfiant, et j'ai envie de dire que le succès de ce livre, qui continue, en fait, à se vendre, à ce point-là, 4 ans après sa sortie, est la preuve indéniable qu'il se passe quelque chose pour beaucoup de gens. J'ai des gens qui l'ont offert à 12 personnes, à leurs enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une communauté qui se rajeunit vachement, parce que, en fait, j'ai énormément de mamans qui l'ont offert, tu vois, leurs gamins, 17, 18 ans, tu vois, 19 ans, qui maintenant ont 24, 23, 22 ans, et qui me voient, et qui me suivent sur les réseaux, et je vois bien que ma communauté s'est vachement rajeunie, et je pense que ce sont les mamans qui ont œuvré, qui ont offert à leurs enfants, et les enfants se les sont appropriés ensuite, ouais. C'est vraiment, en fait, la démonstration par la preuve. C'est le meilleur argument que tu apportes aux sceptiques, parce qu'il doit y en avoir, Mais il y en a, et tant mieux. Mais, comme je dis souvent, cet empirisme, cette preuve par le nombre, par le pourcentage, finalement, un médicament aujourd'hui, il est validé parce que, comparé à un placebo, il a des meilleurs résultats. Donc ce sont des pourcentages, des statistiques. Bon. Si statistiquement, ce que je propose fonctionne auprès de beaucoup de personnes, eh ben, ça a valeur de quelque chose qui aide. Voilà. Je peux rien dire de plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour finir cet échange avant qu'on parle de tes actualités, Natacha? Un message que tu aurais envie de véhiculer? Même si ça vous paraît étrange, essayez, ça vaut la peine. Moi, j'étais dubitative au premier chef, et finalement, ça a été incroyable. Et si, en commençant, il y a un effet tout de suite, vous vous dites, tiens, j'ai plus de fatigue chronique, ça va 10 fois mieux qu'avant, etc. Poursuivez un petit peu, parce que ça vaut la peine de creuser les choses, d'approfondir, d'essayer de poursuivre le chemin, de trouver dans chaque, même petite quelque chose qui paraît dérisoire, le message, prendre cette gymnastique, cette hygiène de vie, comme tu disais très bien, de se poser la question, qu'est-ce que je dois comprendre de ce petit truc là qui me rend chafouin, ou chafouine, qui me perturbe là, qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà, d'essayer de finalement systématiquement essayer de comprendre le message pour aller vers plus de bien-être, quoi. C'est vraiment un changement de paradigme de comment on voit la vie, en fait. Complètement. En tout cas, c'est très porteur d'espoir, Natacha, merci beaucoup. Avec plaisir. Tes actualités, alors je crois que tu en as plusieurs, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, la première chose, c'est Trouver ma place, qui vient de sortir en poche, donc à petit prix, à 9,20 €. Aujourd'hui, les gens hésitent entre un livre et un steak, et c'est le steak qui prime, parce que on a vraiment des problèmes financiers. Donc, c'est pour ça que je le sors en poche. Donc, on peut le trouver dans toutes les librairies, Fnac, Amazon. Donc ça, c'est vraiment, c'est la mise en pratique de la clé de votre énergie. Et le fait qu'il soit en poche, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Il faut avoir lu la clé de votre énergie pour lire Trouver sa place? Alors, c'est une bonne question. Si on est déjà familier des pertes d'énergie, etc., et comment retrouver, on n'a pas besoin. Si par contre c'est nouveau, il vaut mieux lire la clé de votre énergie en premier. Et ce que je dis toujours, c'est lisez la clé de votre énergie en entier pour avoir une vision globale des choses, et mettez en pratique avec Trouver ma place. Mais là, on n'a pas besoin de le lire, vous allez chercher simplement les points qui vous parlent. Sur le travail, sur l'amour, sur l'argent, sur votre chez-soi, sur votre morale, culpabilité, voilà. On va chercher sur la famille. On va chercher les choses je l'ai vraiment fait en 7 parties. Et c'est pas un livre à lire en entier, en fait. On va chercher ce qui nous parle et ce qu'on a envie d'améliorer. Un peu comme une boîte à outils. On va piocher. Exactement. C'est exactement ça.
Alors la deuxième actualité qui est vraiment quelque chose de super enthousiasmant pour moi, c'est que je me lance dans une grande tournée de conférences, mais spectacles. C'est-à-dire, j'ai déjà donné beaucoup de conférences, mais là, je vais upgrader mon niveau pour me mettre vraiment, pour essayer de guider encore mieux. Je voudrais vraiment que la personne qui vienne, qu'elle vienne intentionnellement ou qu'elle soit forcée, sinon il y a divorce, vienne en ayant à la fois des outils pour aller mieux, des prises de conscience sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Je vais faire plein d'exercices, des choses pour se libérer des problèmes du passé. Ça va vraiment être à la fois interactif et très pratique. Et puis, je voudrais vraiment que les personnes repartent en se connectant avec notre partie d'âme à l'intérieur de nous qui n'avait aucun doute, qui, lorsqu'on était enfant, se disait tout était possible. Voilà, cet enfant à l'intérieur de nous, il est parti où cet enfant? Il a vécu énormément d'épreuves, et peut-être qu'il y a plein de choses où il se dit c'est pas possible, je mérite pas, etc. Et cet enfant, ça serait bien que j'aimerais beaucoup que chaque personne reparte en se reconnectant avec cette partie de c'est possible et je vais y arriver. Voilà. Donc je commence à Pau le 25 septembre et je finis le 15 janvier, je crois, à Lorient. Et toutes les dates et les informations sont disponibles en tapant Caramba, c'est le producteur, Natacha Calestrémé, voilà, au spectacle Natacha Calestrémé, et il y a toutes les dates, voilà. Donc il y a France, il y a Belgique, et il y aura même 4 dates aux États-Unis. Waouh, magnifique. Voilà. Bon, il y en aura pour un peu tout le monde du coup. Exactement. Super. Merci infiniment Natacha Merci, pour ce bel échange et ce temps passé ensemble. Avec grand plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.